Née à Bourges en 1841, Berthe Morisot est issue d'une famille bourgeoise. Précisons que si Berthe était une bourgeoise, ça n'était pas parce qu'elle était née à Bourges, les habitants de Bourges s'appelant les Berruyers, mais parce que son père était préfet, visage pensif. Quoi qu'il en soit, ses parents lui donnent une très bonne éducation avec une dimension artistique importante et c'est tout naturellement que Berthe commence à peindre. Malheureusement pour elle, elle ne peut intégrer l'école des beaux-arts réservée alors aux hommes. Elle se perfectionne copiant des tableaux au Louvre. C'est alors qu'elle rencontre Édouard Manet, un jeune loup de la peinture qui ne va pas tarder à révolutionner la peinture en participant au courant impressionniste. En 1874, elle participe à la création du mouvement impressionniste. Ses sujets préférés sont le portrait et plus particulièrement les portraits de sa fille Julie qui naît en 1878. Marie Cassatt. Marie Cassatt est née dans une famille aisée à Allegheny City, qui fait partie de nos jours de la ville de Pittsburgh. Elle est une des 7 enfants de la famille. Pendant son enfance, elle voyage en Europe, visitant entre autres Londres, Paris et Berlin. De retour aux États-Unis, elle étudie les arts à la Pennsylvania Academy of the Fine Arts de Philadelphie. En 1866, Marie Cassatt s'installe à Paris, mais elle retourne aux États-Unis en 1870, pendant la guerre franco-prussienne. Edgar Degas a influencé Marie Cassatt. Elle a réalisé beaucoup d'œuvres importantes en utilisant des pastels. Degas lui a aussi enseigné la gravure. Marie Cassatt meurt le 14 juin 1926 en France, au château de Beaufresne à l'âge de 82 ans. Georgia O'Keeffe. Née dans une famille d'immigrés européens aux États-Unis, Georgia O'Keeffe s'intéresse dès son plus jeune âge à l'art. Elle entame des études d'art à Chicago qu'elle peut ensuite poursuivre à New York après avoir remporté une bourse. Déçue par l'enseignement traditionnel, elle est néanmoins très marquée par sa rencontre avec Arthur W. Dow, l'un de ses professeurs, qui l'initie à l'art abstrait. Elle part enseigner le dessin au Texas. En 1917, elle rencontre un photographe du nom d'Alfred Stieglitz qui, séduit par son art, décide de lui consacrer une exposition à part entière. Cette admiration artistique se transforme vite en amour profond. Ils se marient en 1924. Les photographies de gratte-ciel de New York deviennent sur la toile des formes rectangulaires et fantomatiques, le corps de Georgia devient objet de mystère et de fantasme sur la pellicule. Après la mort de son époux, elle s'installe au Nouveau-Mexique. Elle continue à peindre au fusain, mais ses principaux chefs d'œuvre sont déjà passés, désormais l'art va de nouveaux horizons. Tamara de Lempicka. Une artiste libérée qui ne connaît pas le tabou, une femme libre qui ne dépend que d'elle-même, une peintre moderne qui ne s'assujettit d'aucune injonction. C'est de cette manière que l'on pourrait écrire Tamara de Lempicka, peintre art déco d'origine polonaise. Elle conduit, flirte en public avec des hommes, et surtout, représente les femmes dans toute leur sensualité et leur intimité dans son œuvre. Exilée de Saint-Pétersbourg, où elle a grandi, à cause de la révolution d'octobre 1917, elle trouve refuge à Paris. Traumatisée par les guerres et révoltes qu'elle connaît au cours de sa vie et qui la chamboulent, elle utilise l'art comme une arme pour réparer les outrages qu'elle a subis. Influencée par le futurisme italien et les avant-gardes polonaises, elle est l'élève de Maurice Denis qui lui insuffle l'idée que l'art doit être décoratif. Ouvertement bisexuelle, à l'instar de sa contemporaine Frida Kahlo, Tamara de Lempicka est une figure de l'émancipation féminine, dans son art comme dans sa vie personnelle. Malgré une production d'œuvres modestes, la peintre est considérée comme une grande artiste de son temps. Alice Neel, connue pour ses portraits. Alice Neel est née en 1900 en Pennsylvanie et décédée à 84 ans à New York. Elle se forme dans sa ville natale et épouse à l'âge de 25 ans le peintre cubain Carlo Orque, avec qui elle part vivre à La Havane. La mort de sa fille avant l'âge de 1 an a marqué son œuvre, qui représente la maternité de manière multiple et diverse. À son retour aux États-Unis, elle perd une fois de plus sa fille. Cette fois parce que son père l'a emmenée à Cuba, après s'être installée à New York. Elle commence à peindre des femmes et des enfants autour d'elle et collabore avec une publication communiste en créant des illustrations. À la fin des années 60,
Son travail commence à prendre de l'ampleur et elle commence à être considérée comme une icône féministe à sa mort. Elle était l'une des artistes nord-américaines les plus reconnues et récompensées de son temps. Maruja Malo. À seulement 20 ans, elle s'installe avec sa famille à Madrid, où elle se forme à l'Académie royale des beaux-arts de San Fernando. Elle y rencontre Salvador Dalí, qui lui fait connaître les cercles du surréalisme et de la génération 27. Parmi ses premières œuvres, Malo illustre quelques œuvres de Rafael Alberti. Après avoir rencontré Ortega y Gasset, elle commence à collaborer à la Revista de Occidente. C'est d'ailleurs au siège de cette publication qu'elle réalise sa première exposition individuelle. Dans les années 1930, elle voyage à Paris et à son retour en Espagne, elle travaille comme enseignante. Avec le début de la guerre civile, elle se rend en Argentine. Dans les années 1960, elle retourne en Espagne et meurt en 1995. En 1982, elle reçoit la médaille d'or du mérite des beaux-arts. Frida Kahlo. La Mexicaine est sans aucun doute l'une des artistes les plus célèbres du XXe siècle et de nombreuses expositions ont rapproché ses peintures des amateurs d'art. Sa vie a été marquée par les maladies et les souffrances qu'elle a endurées depuis son enfance. La poliomyélite et diverses opérations l'obligent à subir une longue convalescence, une solitude qui se reflétera dans ses œuvres. À seulement 18 ans, elle est victime d'un accident de la route. Peu auparavant, elle avait commencé à faire des stages dans un atelier de gravure et les temps de repos éveillaient son intérêt pour la peinture. Ses premières œuvres traduisent sa vision de la vie. À l'âge de 22 ans, elle épouse son collègue peintre Diego Rivera, une relation pleine de hauts et de bas qui a marqué sa vie. Elle a vécu avec lui aux États-Unis et c'est là que sa peinture a évolué. Elle a toujours voulu se débarrasser de l'étiquette surréaliste qu'on lui donnait, affirmant qu'elle ne peignait pas des rêves mais sa propre vie. Là, elle a peint son autoportrait Avortement à Détroit, l'une de ses œuvres les plus remarquables. Dans les années 1940, son travail commence à être valorisé et elle participe à différentes expositions collectives. Marguerite Keane. Connue comme « la peintre aux yeux géants », l'histoire artistique de Margaret Keane est inextricablement liée à celle de son mari. Au début des années 1960, Walter Keane était l'un des peintres les plus célèbres aux États-Unis grâce à ses portraits de femmes, d'enfants et d'animaux aux grands yeux tristes. Mais derrière ces toiles ne se trouvait pas Walter, mais Margaret, qui peignait sans relâche dans son atelier pendant que son mari gagnait reconnaissance et admiration. Elle a déclaré que ses peintures étaient inspirées par les enfants pauvres du Berlin d'après-guerre. Et elle n'a découvert le mensonge que lorsqu'elle l'a accompagné dans un club où certaines de ses peintures étaient vendues. Mais la peur l'a poussée à continuer de mentir. Leurs peintures sont de plus en plus populaires et leur permettent d'acheter une maison en Californie. Leur mariage dura 10 ans lorsqu'elle décida de se séparer et de fuir à Hawaï. C'est dans les années 70, alors que ses peintures n'étaient plus à la mode, que Margaret Keane a choisi le moment de dire la vérité. Une vie cinématographique portée au cinéma par Tim Burton. Yayoi Kusama. L'artiste japonaise a commencé à peindre dès son enfance et les hallucinations qu'elle ressentait, qui étaient parfois de simples champs visuels remplis de points, marqueraient son travail. Née en 1929, elle a quitté le Japon pour s'installer à New York à la fin des années 1950 pour réaliser son désir de devenir artiste. Ses premières œuvres, Infinity Net, consistaient en de grandes toiles sur lesquelles elle peignait de manière obsessionnelle des marques. Ses peintures anticipent le mouvement minimaliste mais son travail s'oriente vers le style pop. Elle devient rapidement l'une des figures les plus marquantes de l'avant-garde new-yorkaise, partageant la vedette avec Andy Warhol. Son travail s'étend au monde de la sculpture et des installations et aborde des thèmes tels que l'anxiété sexuelle, le corps et l'amour libre. Dans les années 1970, elle retourne au Japon et entre volontairement dans un hôpital psychiatrique. En 1993, elle a représenté le Japon à la Biennale de Venise et d'importantes institutions lui ont consacré des expositions rétrospectives ces dernières années. Paul Rego, considéré comme une des grandes peintres figuratives de des secondes moitiés du XXe siècle. Le Portugais Paul Rego s'est taillé une place parmi les peintres les plus marquants de deux derniers siècles, né à Lisbonne en 1935. Elle émigre de Londres se forme le prestigieux Slade School of Art et connaît le succès. Avec ses premières œuvres classées néo-dadaïstes. Dans les années 60 et 70, son univers créatif est marqué par des images de son enfance dure.
et parle de sujets controversés comme l'avortement ou l'autoritarisme. Reflétée dans des œuvres qui oscillent entre pop art expressionnisme, la ville de Casquet abrite les casettes historiques pour les rocs où sont exposées certaines de ses œuvres. Elle fait également partie de certaines des collections les plus importantes au monde, comme celle du British Museum de la National Gallery de Londres, de l'État moderne ou du Victoria Albert Museum.